Merci beaucoup d'être là. Vous n'êtes pas très nombreux. On va du coup pouvoir discuter un peu plus. Voilà, moi je suis chef de projet Gallica Studio. Vous m'entendez bien? Je sais pas trop. Ok. Chef de projet Gallica Studio à la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France. Voilà, donc je vais vous parler de Gallica Studio. C'est un nouveau site web, lancé quand même depuis un an pour inciter les gens à réutiliser Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la BNF. Comme on n'est pas très nombreux, je propose qu'on se présente pour savoir qui vous êtes et peut-être adapter mon discours, savoir pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Moi, je m'appelle Pascal, je viens de Grenoble. En fait, bon, je fais pas mal de petits projets sur Raspberry et en ce moment, je m'intéresse pas mal à l'analyse de documents. Donc, j'utilise des algorithmes d'apprentissage et je suis intéressé par l'accès à des documents au domaine public. Alors, Jean-Philippe, je viens de Suisse, je travaille dans une bibliothèque et justement, on s'occupe un petit peu de tout ce qui est documents numériques et qu'est-ce qu'on en fait, quel est l'accès auquel on donne, etc. Donc moi c'est Martin, pareil j'ai quelques projets sous Raspberry Pi et pourquoi pas utiliser la bibliothèque que vous avez en ligne pour faire 2-3 projets pareil avec des algorithmes d'apprentissage, intelligence artificielle, pourquoi pas. Bonjour, et moi c'est Philippe, je suis là vraiment par curiosité. De fait, j'ai déjà consulté des documents sur Gallica, des documents anciens dans le cadre de généalogie. J'avais des renvois et donc voilà. Alors, vous connaissez déjà un petit peu Gallica, enfin, ou même très bien. C'est une bonne chose, parce que j'ai fait cette conférence pour faire connaître Gallica aux gens. Alors voilà, je vais peut-être passer rapidement cette diapo-là. Je rappelle que Gallica, c'est presque 5 millions de documents en libre accès. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire ni rien, vous allez sur Gallica et vous y avez accès. Il y a des documents de toute nature, pas seulement que des livres, mais il y a aussi de la presse, de la musique, des vidéos, des partitions musicales et même aussi des objets. Donc la plupart sont dans le domaine public. Il y a une partie qui est sous droit, mais la grande partie est dans le domaine public. Gallica, c'est aussi tout un ensemble de présence sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai mis ça parce que ça permet de faire des trouvailles plus facilement dans Gallica. Si vous connaissez déjà Gallica, l'interface n'est pas forcément très ergonomique pour faire des recherches dans Gallica. Et si vous avez simplement besoin d'une inspiration, de rechercher sur un thème, vous pouvez aller par exemple sur le Pinterest de Gallica, sur Instagram. On a aussi des albums sur Facebook et on a un fil Twitter aussi, plus pour la veille. Voilà. Et donc voilà, on en vient à Gallica Studio. Donc c'est à la fois un dispositif et un site web qui a été lancé en novembre de l'année dernière. Il y a deux objectifs. Le premier, donc, c'est de faire connaître Gallica et d'inciter les gens à réutiliser Gallica. Et de l'autre côté, réfléchir ensemble au futur Gallica, c'est-à-dire adapter les services et les fonctionnalités de Gallica aux usages d'aujourd'hui et peut-être essayer d'anticiper aux usages d'ici 3 ans. Par exemple, tout ce qui tourne autour de la réalité, de l'intelligence artificielle, des hologrammes, de la 5G, etc. Donc voilà. Donc le premier objectif, donc réutiliser Gallica. Donc en fait, sur Gallica Studio, je ne sais pas si vous êtes allé voir un peu ou pas. Non. Donc c'est un site web. Pour l'instant, l'interface telle qu'elle est n'est pas très claire sur ses objectifs. Et donc en fait, moi j'ai proposé une refonte pour que ça ressemble un peu plus à un site de documentation de projet comme Thingiverse ou Scratch ou Webmaker.
Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Vous me dites si vous voulez que je vous montre à quoi ça ressemble. Oui, les autres types de sites. Donc là, par exemple, vous avez Gallica Studio. Au départ, il a été imaginé comme une sorte de blog avec des billets écrits par l'équipe de la BNF. Donc c'est un petit peu contradictoire avec l'invitation à réutiliser Gallica, à poster vous-même vos projets. Donc voilà, tel que ça apparaît actuellement, c'est un site avec des rubriques. Et je propose en fait que ça soit davantage un portfolio de projets que les gens documentent eux-mêmes et qu'ils postent eux-mêmes pour partager la manière dont ils ont créé un projet, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les astuces qu'ils proposent, etc. Et que permettre à d'autres personnes de les réutiliser et de s'en inspirer. Voilà. Donc, Donc voilà. Donc là, par exemple, j'ai mis quelques exemples de projets que l'on a repérés sur les réseaux sociaux. On a par exemple des recettes de pâtisserie et puis les gens peuvent les réutiliser. C'est vraiment une mine. On a aussi par exemple quelqu'un qui a utilisé l'affiche du gramophone, c'est une ancienne marque de gramophone. Et il en a fait une animation. Donc c'est assez joli à voir en fait. Donc par exemple, il y a ça. C'est l'exercice qu'on va faire sur le disque. La musique, hop. Je passe pour tenir le temps. Alors là, c'est plus un projet universitaire d'un master de création numérique, de création d'édition numérique, qui a réinterprété l'Odyssée en rassemblant différents documents comme des images, mais aussi des sources diverses, des objets. Ils ont puisé dans les collections de la BNF, mais aussi au musée du Louvre, au musée archéologique d'Athènes et à la Bibliothèque nationale de Grèce. Et ils en ont fait trois parcours possibles dans l'Odyssée. Il y a un premier parcours possible, c'est une application pour tablette, donc c'est pas très visible ici. Et une carte interactive et puis une bibliothèque d'images. Voilà, là vous avez le site du projet.
Là, vous avez un parcours en fait en parallaxe. Je n'arrive pas à le montrer sur ordinateur parce que ça ne marche pas. Mais si vous avez une tablette, vous pourrez aller regarder. Ça rend vraiment. Enfin, déjà, l'Odyssée, ça peut être attractif parce que voilà, ce sont des aventures. C'est une odyssée et puis en fait sur l'application sur tablette est vraiment attractive à regarder. Je vous invite à aller regarder sur mobile ou sur tablette. Après vous avez un parcours à la fois chronologique mais aussi géographique. Et puis vous avez l'ensemble des ressources qui ont été utilisées. Voilà. Hop. Après, vous avez un autre type de réutilisation possible d'un projet qui est actuellement en cours, c'est de faire de l'impression 3D. Alors, on n'a pas de fichiers 3D, STL sur Gallica, mais on a beaucoup de photos, beaucoup d'images numérisées. Et quelqu'un a eu l'idée de quand même de créer. Les gens qui ont des imprimantes 3D ont voulu pouvoir quand même profiter de Gallica et ils en ont fait des lithophanies, c'est-à-dire des plaques qui peuvent se mettre devant une source lumineuse opaque. Enfin, la plaque elle est opaque, mais quand on la place devant une source lumineuse, ça s'illumine et ça révèle l'image qui a été imprimée en relief sur la plaque. Donc voilà, donc ça c'est en cours, c'est en démonstration ici sur le stand du Bibliofab. Donc c'est un de nos partenaires, c'est une bibliothèque, un Fab Lab mobile créé par les bibliothèques de la ville de Paris. Et il y en a aussi en ce moment à la Bienneuf pendant le hackathon. Donc en ce moment aussi c'est ce week-end-là. Voilà. Après, on partage aussi des tutoriels, comme par exemple les tutoriels de linogravure. J'ai l'idée de faire de la gravure à l'aide de plaques de linoléum. Donc c'est assez souple pour être gravé, ciselé, et c'est assez facile à faire et attractif. On a aussi des tutoriels un peu plus techniques, comme le fait de créer des EPUB enrichis. Donc on a 4000 fichiers d'EPUB, de livres en EPUB. Et on peut du coup les enrichir, c'est-à-dire mettre d'autres vidéos, d'autres médias, comme des images, des vidéos, du son, pour avoir un livre multimédia. Et puis on a aussi, c'est assez classique, on a mis un tutoriel pour créer une Pirate Box. Alors je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est qu'une Pirate Box. Une Pirate Box, c'est un routeur et un serveur, donc une connexion Wi-Fi et un support de stockage. Et en fait, c'est l'idée, donc ça a été créé dans le milieu des hackers qui voulaient déjà avoir leur propre connexion et puis aussi de pouvoir partager des documents. Donc c'est un peu l'idée qui est la même que sur les plateformes de partage en pair à pair. Les plateformes de streaming pour faire du peer-to-peer, sauf que ça c'est en local. Donc en fait, c'est notamment dans les Fab Labs ou dans les hackerspace, les gens mettent des fichiers qu'ils ont créés ou qu'ils ont récupérés, ils les mettent sur le support de stockage. Ça peut être une simple clé USB ou un disque dur. Et puis, donc, il y a le routeur Wi-Fi qui est là. Et donc, ça permet aux autres personnes du lieu ou aux passants qui viennent de récupérer les fichiers qui ont été mis là par d'autres personnes. Et ces personnes-là peuvent aussi partager leurs fichiers. Donc, au départ, c'était peut-être au départ un peu de piratage. C'est pour ça qu'on appelle ça de la Pirate Box. Mais c'est toujours l'idée derrière de se dire qu'il y a des documents qui sont, par exemple, des documents, des livres ou des films qui sont déjà dans le domaine public, mais qui ont été préemptés avec des DRM ou d'autres systèmes de déverrouillage. Et donc, en fait, l'idée, c'est de rendre au domaine public ce qui a été pris au domaine public. Et donc, voilà. Et donc, Gallica, comme on défend l'idée du domaine public,
mes collègues ont créé ce tuto de Gallica Pirate Box pour inciter les gens à aller dans Gallica, à chercher des documents qui les intéressent et à les partager. Donc, par exemple, si vous, dans vos lieux de fréquentation respectifs, si par exemple vous faites partie d'un Fab Lab, vous pouvez proposer une Pirate Box et puis dire, voilà, par exemple, si vous êtes dans un Fab Lab de fabrication textile, dire aux gens du Fab Lab, voilà, allez chercher dans Gallica les patrons, les modèles de couture, les motifs, et puis partagez-les dans la Pirate Box. Et comme ça c'est une source d'inspiration. Oui. Le contenu est dans la Pirate Box elle-même? Ouais. Le contenu est dans la Pirate Box? D'accord. Bon, là, c'est un peu. Donc, en fait, on se connecte avec son smartphone, on se connecte au réseau Wi-Fi de la box. Voilà. Donc, et donc, on voit l'ensemble des fichiers comme si vous aviez votre ordinateur, vous voyez les fichiers. Après, vous avez la possibilité de rendre l'interface plus attractive. On a par exemple une bibliothèque qui a fait un dispositif similaire. Oups, Donc voilà. Donc là, c'est la bibliothèque Françoise Sagan, qui est dans le 10e, près de la gare Saint-Lazare, qui a fait aussi une Pirate Box. Ils l'ont appelée la Sagan Box parce que la bibliothèque s'appelle Françoise Sagan. Et ils ont mis du coup une tablette connectée à la Pirate Box, et on peut voir directement sur la tablette ce qu'il y a dans le contenu sans avoir d'abord à se connecter soi-même. Et ils ont fait une éditorialisation de façon très attractive, pas seulement d'avoir une vue toute bête de fichiers, mais d'avoir les vignettes des documents partagés et tout. Donc on peut vraiment tout faire avec cette idée-là. Voilà, donc j'en ai fini avec le premier objectif qui est de vous inciter à réutiliser Gallica. C'est vraiment beaucoup de ressources et beaucoup d'idées à créer autour de Gallica. Et maintenant, en fait, je vais parler du second objectif qui est d'imaginer le futur Gallica. Alors, les nouvelles personnes qui sont arrivées, est-ce que vous connaissiez déjà Gallica ou pas? Non? Vous ne savez pas? Donc, Gallica, c'est la bibliothèque numérique de la BNF et de 300 autres partenaires, où il y a près de 5 millions de documents dans le domaine public. Il y a vraiment toutes sortes de médias possibles. Il y a bien sûr des livres, c'est ce qu'on pense le plus souvent quand on est dans une bibliothèque, mais il y a aussi toutes sortes d'autres supports. Il y a la presse, il y a de la musique, il y a des films, des partitions et même des objets qui remontent au trésor royal de début. Voilà. Et donc en fait, ça représente des documents numérisés des collections de la BNF qui elles-mêmes proviennent pour la très grande partie du dépôt légal. C'est-à-dire que tout ce qui est édité ou diffusé en France de manière publique est déposé à la BNF. Il y a un exemplaire du dépôt légal qui est déposé à la BNF. Donc il y a tout ce qui est, depuis François Ier, tout ce qui est édité comme livre, musique et maintenant jeux vidéo aussi. Et à partir de combien de temps ces documents sont-ils dans le domaine public? Typiquement, par exemple, un périodique qui va sortir demain matin, dans combien de temps sera-t-il dans le domaine public? Alors non, en fait, ce qui est dans le domaine public, ce qui est dans le domaine public est défini par la loi. Par exemple, la littérature, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Et donc, en fait, à la BNF, il y a 40 millions de documents
qui ne sont pas tous dans le domaine public, puisqu'ils sont régulièrement déposés, même en ce moment, via le dépôt légal. Et Gallica, c'est une partie qui est dans le domaine public. C'est presque 5 millions, donc c'est 10% des collections physiques. Voilà. Et donc, je vais passer au second objectif de Gallica Studio. Donc, c'est d'imaginer des fonctionnalités plus adaptées pour vous, pour les utilisateurs, et aussi d'imaginer les nouveaux services que les gens attendront dans 3 ans, quand il y aura de nouvelles technologies. Voilà. Donc, par exemple, on a une application qui permet de faire de la recherche par image similaire, comme Google Images, en fait. Vous avez une image, vous pouvez rentrer une image et vous cherchez dans Gallica les images qui ressemblent à cette image-là. Donc, ça s'appelle Gallica Similitude. Voilà, c'est une nouvelle application, c'est encore un prototype. Et donc, en fait, là, par exemple, vous avez un choix d'images aléatoires sur lesquelles vous pouvez cliquer pour trouver les images similaires. Vous pouvez aussi importer un fichier, même hors Gallica. Si, par exemple, vous voulez chercher une image qui ressemble à une bouteille d'eau dans Gallica, vous importez l'image. Vous la téléchargez dans le champ et vous pouvez voir les images dans Gallica, les images anciennes qui ont l'air de ressembler à une bouteille d'eau. Voilà, donc c'est pour ceux qui ne sont pas encore allés sur Gallica, l'interface de recherche n'est pas très ergonomique et grâce à cet outil-là, vous pouvez trouver plus facilement ce que vous cherchez. Donc voilà, donc je vous invite à aller jouer avec Gallica Similitude. Par exemple, une autre fonctionnalité. Donc en fait, Gallica Similitude, comment ça marche? Je ne sais pas si vous êtes un peu développeur ou pas, un peu. Donc en fait, c'est une application qui repose sur une comparaison statistique de ressemblance d'images. Donc les statistiques de ressemblance en termes de format. Est-ce que c'est une image carrée? Est-ce que c'est une image rectangulaire, etc. Les statistiques de ressemblance en termes de code couleur, les codes je sais plus, RVB, les codes couleurs. Par exemple, là, on a fait une recherche avec la couleur verte. Donc, on a toutes les images vertes de Gallica. Et on peut aussi, il y a aussi des statistiques de ressemblance de forme. Voilà, donc c'est sur ces algorithmes-là que fonctionne Gallica Similitude. Vous avez la documentation sur le post de Gallica Studio. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder davantage. Et là, du coup, on a utilisé cette fonctionnalité de Gallica Similitude pour faire des comparaisons de cartes anciennes avec OpenStreetMap. Et donc, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les cartes sont orientées nord, alors qu'avant, les cartes n'étaient pas toujours orientées avec une orientation nord. Donc, en fait, grâce à... là, ici, ça, vous avez la vue Gallica. Et on a ce qu'on appelle un visualiseur 3JF. Je vous expliquerai ce que c'est après. Mais ça vous permet de faire de la rotation d'image, de faire des zooms et de retourner une carte ancienne pour la comparer à la carte d'aujourd'hui, voir par exemple les évolutions de construction, etc. Voilà. Donc en fait, je reparlerai de 3JF après. Donc 3JF, c'est IIIF, c'est un protocole d'interopérabilité d'images à haute définition. Très simplement, ça permet de faire des échanges d'images à haute définition entre plusieurs serveurs, par exemple entre le site de la BNF, le site de la New York Public Library, etc.
par exemple, pour les chercheurs, ça peut être intéressant si un manuscrit médiéval a été mutilé. Il y a une enluminure qui se trouve à un endroit et puis le document original mutilé qui est à la BNF. Ça permet aux chercheurs de recoller les deux ensemble dans un même environnement de travail. Donc, par exemple, c'est ça, l'une des applications de 3IF. Je passe parce que je reviendrai après dessus. Je vous présente un autre prototype, c'est GallicaPix. Ça permet de chercher des images. Donc, actuellement, dans Gallica, vous faites des recherches de documents par titre de document. Vous ne pouvez pas chercher à l'intérieur d'un document s'il y a des images. Par exemple, si dans un journal, vous avez Clémenceau, la photo de Clémenceau, vous ne pouvez pas demander à Gallica d'aller chercher les images de Clémenceau dans la presse. Avec GallicaPix, c'est possible. Et donc, en fait, ça repose sur une technologie de reconnaissance visuelle qui repose sur un moteur d'intelligence artificielle. Donc, ça a été entraîné avec des bases comme IBM Watson, etc. Enfin, je ne vais pas être trop technique parce que tout le monde n'est pas trop, dans le sujet, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur l'application, il y a le GitHub où est déposé le code avec toute la documentation technique et vous pouvez voir comment ça marche. Et donc là, c'est un exemple. Donc grâce à GallicaPix, vous pouvez chercher, par exemple, en fait, pour les bases de reconnaissance visuelle qui permettent d'entraîner des réseaux de neurones artificiels, on fonctionne par ce qu'on appelle des concepts, c'est-à-dire il y a une terminologie. Et donc, par exemple, là, on a engin, on a comme autre. En fait, ce sont des types. On peut faire des recherches de personnes, d'enfants, de véhicules, etc. Et là, on a fait le concept engin, et donc ça sort les engins de la guerre de 14-18. Ce qu'on a mis pour l'instant, on a entraîné GallicaPix avec le corpus de 14-18, parce que c'est la guerre, c'est la commémoration actuellement. Et donc, en fait, pour l'instant, ça ne marche que sur le corpus 14-18. Oui. On peut extraire, demander à Gallica qu'il extraie un corpus. Est-ce qu'on peut demander à Gallica d'extraire un corpus d'images avec les définitions? Parce que le gros travail, c'est de définir les images. Le système le fait. Alors, en fait, il y a eu trois bases qui ont été utilisées pour entraîner GallicaPix. Donc, il y a la base d'IBM Watson, la base de Google, voilà, et une base open source qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est OC, je ne sais plus quoi, parce que tout le monde connaît. Enfin, je regarde. Et donc, en fait, avec ces bases-là, on les entraîne à reconnaître du coup, les formes correspondantes dans Gallica. Ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a des choses qui ne changent pas par rapport aux images des banques actuelles, parce que ce sont des objets actuels qui sont représentés dans ces banques-là. Et on a des choses qui n'existent plus, qui existaient à l'époque. Et donc, en fait, il y a un premier entraînement avec les bases. Ensuite, on a des corrections manuelles pour dire, voilà, ça a été mal reconnu. En fait, c'est quoi? Voilà, par exemple, typiquement les avions. Il y a eu beaucoup d'expérimentations au début du XXe siècle. Et en fait, toutes les formes d'avions ne sont pas reconnues avec les banques d'images d'aujourd'hui. Donc il y a des campagnes il y a des corrections manuelles. Et moi, je vais bientôt lancer des campagnes participatives de reconnaissance, de correction de la reconnaissance par GallicaPix. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble.
Là, c'est l'interface. Non, là, c'est l'article. Donc là, on a l'interface de GallicaPix. Hein, c'est un prototype pour l'instant. Il y a des rubriques d'aide. Je vais bientôt faire des tutos pour que ça soit un peu plus facile à utiliser. Par exemple, là, on tape Clémenceau. Ben, on voit que c'est pas forcément grave parce que vous n'avez pas que du Clémenceau. Par exemple, là, c'est évident que, bon, si, quand même, c'est peut-être Clémenceau qui est là, mais c'est mal orienté. Donc, vous pouvez. Voilà, donc vous avez les métadonnées qui sont derrière, qui ont été utilisées. Enfin, en fait, les métadonnées, ce sont les informations rentrées dans la notice du document du catalogue dans le catalogue. Vous pouvez corriger si jamais ça ne va pas. Enfin, vous pouvez faire des corriger si c'est pas exact. Voilà. Vous pouvez aussi télécharger l'image et vous pouvez la partager. Et quand vous cliquez dessus, vous allez dans Gallica. Alors, j'essaye d'aller. Voilà, en fait, je voulais vous montrer, pour vous montrer que c'est une partie qui a été reconnue par le moteur. Et une partie d'un document qui fait plusieurs pages. Donc c'est vraiment un outil intéressant, on va essayer de l'améliorer. Et puis comme je le disais, je vais bientôt faire des campagnes de bêta-tests et de correction d'annotation au carrefour numérique. Donc si vous êtes à Paris, vous pourrez venir. Ça va être tous les premiers samedis du libre, enfin lors des samedis du libre. Donc c'est tous les premiers samedis du mois. Donc si ça vous intéresse, que ça vous intéresse d'être tenu au courant, venez au samedi du libre du carrefour numérique. Voilà, donc là, comment aussi imaginer le futur Gallica on a publié la documentation technique de Gallica, donc on a des API et des jeux de données notamment, et puis l'idée c'est aussi de co-construire avec les utilisateurs pour savoir qu'est-ce que vous auriez aimé voir améliorer dans Gallica et qu'est-ce que vous aurez souhaité même pas seulement dans les fonctionnalités de Gallica, mais par exemple les conditions de réutilisation de Gallica. J'en ai pas encore parlé, mais quand on veut de la haute définition, on doit payer. Donc voilà, donc ça c'est aussi vous demander votre avis, savoir quelle est votre position et si vous souhaitez que la BNF évolue dans sa politique officielle. Donc là, je vous présente rapidement le portail des API et des jeux de données de la BNF. En fait, ce portail a été publié il y a 3 ans, sachant que la BNF a une politique d'open data depuis 10 ans. Donc elle a une stratégie d'avant-garde depuis déjà le début des années 2000. Et depuis 3 ans, elle a ouvert ce portail, notamment pour
inciter les utilisateurs à créer des services pendant le hackathon de la Biennef. Donc c'est en ce moment, enfin c'est ce week-end, je le répète, si ça vous intéresse, passez voir à la Biennef, voir le hackathon en cours. Et parfois, en cours de route, on a aussi besoin de nouveaux profils. Donc, tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux pour savoir si on a besoin de designers ou de développeurs spécialisés et tout. Donc voilà, donc, sur ce portail, il y a toutes les API disponibles. Donc il n'y a pas que les API de Gallica, mais il y a vraiment le maximum d'API possible. Donc concernant Gallica, vous avez la fameuse API 3JF pour récupérer les images en haute définition de Gallica. Vous avez une API pour récupérer les livres numériques de Gallica. Il y a aussi un extracteur Python, un wrapper Python pour les API Gallica, et puis l'API document de Gallica. Et puis vous avez aussi des API qui concernent davantage les métadonnées. Bon, je ne m'étends pas trop. Et puis les jeux de données, il y a vraiment beaucoup de choses aussi. Je vais montrer par exemple ça. Donc ça, c'est des documents de Gallica. Donc en fait, les documents dans Gallica ils sont disponibles par défaut au format image, parce que c'est une numérisation. Donc on a le format image. Après, vous avez des fichiers texte, quand ce sont des livres, qui ont été créés avec un processus de reconnaissance optique de caractères. Donc ça s'appelle l'OCR. Le fichier texte lui-même, c'est juste un fichier texte, il n'est pas structuré ni rien. Il a aussi des fautes, un taux de reconnaissance d'à peu près 90% d'exactitude. Et après, vous avez des chercheurs qui ont travaillé pour structurer ces fichiers texte. Donc, par exemple, vous avez le format TEI qui permet de créer d'autres choses. Je vais vous montrer rapidement. Donc, par exemple, grâce au fichier TEI, vous avez tout le corpus Molière. Et ça sert en fait pour les humanités numériques, les chercheurs qui s'appuient sur la fouille de données ou sur la fouille de texte pour réétudier refaire des recherches dans le domaine des sciences humaines. Et par exemple, là, vous avez un graphe qui montre les interactions des personnages, la fréquence des interactions, qui, quand, où, avec quoi. Et puis le schéma aussi au cours des actes de la pièce. Donc vous voyez le temps de parole et l'importance des personnages. Donc voilà, c'était pour vous montrer un exemple de l'application qu'on peut faire grâce à la documentation technique. Oui. Mais si par exemple je veux récupérer tout le corpus, la recherche du temps perdu en texte, si je veux récupérer par exemple tout le corpus de la recherche du temps perdu de Proust en format texte, je peux faire ça avec les API Python par exemple? Il faut regarder s'il est disponible. Et si jamais il ne l'est pas, écrivez-nous, on le fait. On va préparer les fichiers pour vous. Ouais. Et donc voilà, c'était pour redire que il y a le hackathon en ce moment. Le thème cette année porte sur la jeunesse. Donc à la fois les collections jeunesse et comment mettre à disposition des enfants ou des jeunes l'ensemble des collections de la Biennef, même s'ils ne sont pas spécialement conçus pour les enfants ou pour les jeunes. Et à côté, il y a aussi toute une programmation numérique, des activités numériques en marge du hackathon
Alors, donc, le hackathon, c'est plus pour des développeurs et les publics intéressés par la médiation, donc comme les professeurs, les médiateurs culturels, les animateurs et aussi des designers. Et à côté, en fait, dans les espaces publics de la BNF, ça reste ouvert pendant le hackathon et pour montrer, pour expliquer aux gens, enfin pour que le public non développeur s'intéresse aussi à ce qui se passe, à cette activité spéciale geek. On leur a proposé une animation numérique. Donc il y a plusieurs pôles. Il y a un pôle Fab Lab, il y a un pôle jeux vidéo, un pôle livre numérique parce qu'on attend toujours du livre en bibliothèque. Et le tout, c'est avec une perspective d'inclusion, d'explication, pas de montrer juste des gadgets, mais montrer comment c'est fait. Par exemple, dans le pôle jeux vidéo, on a un vélo d'appartement qui a été trafiqué avec des cartes Makey, et on peut jouer dessus en pédalant et jouer à un jeu vidéo au Kidditch, qui a été reprogrammé, un jeu qui a été créé par les bibliothécaires pour que les gens jouent dessus. Donc voilà, et là, notamment l'atelier de Lithophonie pour imprimer les photos de Gallica en 3D et les éclairer pour voir des œuvres en transparence. Et puis, donc, pour les développeurs, on a le GitHub de la BNF. Donc, c'est là où il y a le code de tous les projets développés pendant le hackathon. Donc, vous pouvez les retrouver là si ça vous intéresse. Donc, l'année dernière, le thème, c'était la musique. Et la première année, il n'y avait pas de thème parce que c'était l'idée de lancer le hackathon et de faire connaître l'idée que la BNF a un hackathon. Et le projet lauréat, c'était Gallicarte. Ça permet de géolocaliser sur une carte l'ensemble des résultats d'une requête. Par exemple, pour reprendre votre exemple, si vous cherchez dans Gallica à la recherche du temps perdu, on va pouvoir géolocaliser sur la carte en fonction des données entrées dans la notice du livre, soit l'éditeur, la localisation de l'éditeur, soit la localisation s'il y a des images si elles ont été cataloguées. Voilà, donc c'était Gallicarte. Et puis voilà, donc là j'en viens à 3JF. Donc comme je l'ai dit, quand on veut des images haute définition de Gallica, il faut payer. Donc la raison, c'est que les numérisations ont été... c'est surtout pour les usages commerciaux. Mais pour les particuliers, c'est quand même 5 €. Et on peut se poser la question de savoir est-ce que les numérisations qui ont été financées avec l'argent des contribuables doivent encore être payées par le contribuable qui veut réutiliser l'image à des fins personnelles. Donc c'est une question que l'on pose, que les gens nous posent aussi, parce qu'on dit que c'est du domaine public, mais est-ce que c'est vraiment du domaine public si on fait payer les gens même s'il faut bien distinguer le document original lui-même, qui est bien dans le domaine public, qui est en accès libre à la BNF, et la numérisation, sa version numérisée, qui est encore autre chose, qui est un autre produit. Donc voilà, c'est une question qu'on se pose. On a publié l'API 3JF qui permet de télécharger les images en haute définition pour voir ce que les gens en feront. Et il y a 2 internautes qui ont créé un plugin à la fois pour Firefox et pour Chrome, qui s'allume en vert dès que l'image est disponible en haute définition et qui permet de la télécharger directement sans avoir à la payer. Donc on a mis ça en avant sur Gallica Studio pour montrer que c'est une initiative qui a été prise par les utilisateurs pour questionner, pour que la BNF se pose elle-même la question de savoir est-ce que c'est un usage que l'on va légitimer ou pas. Voilà, donc ça ce sont des choses qui sont bien sûr, en dernière instance, la décision sera prise par la BNF,
mais on essaye de discuter avec les gens pour savoir leur usage. Et donc, notamment, on participe à des rencontres qui s'appellent Numérique en commun. C'est le nouveau nom des assises de la médiation numérique. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de commun ou pas, non. Les communs, en anglais, c'est commons, comme dans les licences Creative Commons. Et les commons, c'est bientôt fini. Merci. C'est une notion à la fois politique et économique qui dit que ça désigne une ressource qui est collective, qui est pour tout le monde, qui ne devrait pas être appropriée par des entités privées et non plus qui n'est pas totalement bien gérée par des entités publiques. Donc c'est très très abstrait comme ce que je dis là. Mais c'est par exemple ce type de ressources, c'est comme l'eau, l'air, l'environnement, mais aussi la culture, Internet. Voilà, enfin, ce sont des types de ressources qui sont appelés des communs. On peut aussi dire des biens communs, mais ça fait un peu de confusion avec l'idée politique du bien commun. Le bien commun, c'est encore autre chose, mais ça, ce sont des biens communs. Un exemple tout bête, la culture. Est-ce que, par exemple, quand des éditeurs font des e-pubs, des livres numériques, d'auteurs qui sont dans le domaine public et qui les vendent sur Amazon, est-ce que c'est bien, enfin, ou pas? Ben non, enfin, c'est pas bien, parce que c'est du domaine public. Et c'est l'idée que des acteurs privés s'approprient un domaine public, enfin, un bien commun, alors que le bien, il appartient à l'ensemble de la communauté. Et une communauté, en fait, elle se définit par rapport au commun. Enfin, c'est une notion assez complexe. Par exemple, il y a un autre collègue bibliothécaire qui s'appelle Lionel Morel, M-A-U-R-E-L, si ça vous intéresse. Il dit qu'un exemple de bien commun tout bête, c'est un frigo. Le frigo du service, si vous êtes dans un bureau ou si vous partagez un bureau dans votre lieu professionnel, le réfrigérateur, c'est un bien commun parce qu'il appartient à l'ensemble des personnes du service. Chacun est responsable de la propreté du frigo. Chacun doit veiller à ne pas piller les provisions des autres collègues et tout. Donc, c'est un exemple de commun. Donc, c'est une notion qui est un petit peu, qui sert surtout à être opérationnelle. Moi, je l'utilise pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire de Gallica un commun. Donc, voilà. Vite, je finis. C'est bientôt fini. J'ai la fin. Voilà, donc j'accompagne aussi des projets, comme je l'ai dit. Si vous avez des idées que vous souhaitez être accompagné, voire financé, venez me voir. Voilà, là c'est les prochains rendez-vous. Samedi du libre au Carrefour numérique, tous les premiers samedis du mois. La prochaine rencontre numérique en commun, c'est fin janvier. Regardez dans l'agenda de Gallica Studio, je les mets tous. Second Square Maker au carreau du Temple. Et je vais bientôt faire un concours autour d'une prochaine expo Tolkien à la Biennale. Donc tenez-vous au courant. Merci beaucoup.